Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois une dame qui fait du sémaphore. C'est fini le sémaphore. Maintenant, on est passé depuis, nous sommes passés aux pigeons, puis maintenant, il y a même les téléphones portables. Eh bien, merci à Alcazar de mettre cette belle salle à notre disposition. Merci à la ville de Marseille. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez bravé les quelques gouttes de pluie qui nous arrosent encore. Mais il semblerait que nous en avons encore au moins pour une semaine. Donc ça fait du bien au jardin. Et ça fait plaisir aux coiffeurs. Comme ça, vous allez refaire les mises en plis. Enfin, pour les dames, les messieurs se font le brushing à la maison. Je suis content de recevoir à nouveau Yves Pilon. Alors, vous l'avez peut-être entendu déjà dans cette salle ou dans le cadre des conférences de l'Université populaire de Marseille Métropole. Yves Pilon est docteur en philosophie et il a été pendant très longtemps formateur à l'IMF, l'Institut méditerranéen de formation à Marseille. Donc il y a passé de nombreuses années. Il a formé beaucoup d'éducateurs spécialisés qui exercent à Marseille. Il y en a certainement quelques-unes et quelques-uns dans la salle. Qui ne connaît pas l'Université populaire de Marseille Métropole? Alors, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas, l'Université populaire de Marseille Métropole a été créée à Aubagne en 2014, pardon. C'est la pluie qui embrouille mes neurones. Donc l'Université populaire est créée en 2014 à Aubagne, installée à Marseille en 2018. Nous proposons des conférences toutes les semaines, ainsi que, comme aujourd'hui, ce que nous appelons des événements hors les murs, donc en dehors des lieux habituels de nos conférences, qui se déroulent alternativement dans la salle du syndicat des architectes, qui est au 130 avenue du Prado, et puis dans l'auditorium de la mairie du 1-7, qui est au 61 La Canebière. Et ce sont des conférences qui portent sur 6 disciplines: l'économie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, les sciences et le langage. Et pour vous mettre en appétit, le fil conducteur l'année prochaine sera défi et utopie, avec, pour la première année, un accent important sur les sciences et aussi l'histoire, mais plus particulièrement la paléontologie. Donc vous verrez ce programme qui sera terminé d'ici quelques semaines. Il sera, comme à l'habitude, croustillant, intéressant et populaire. Donc vous y apprendrez plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de lire ou de découvrir dans les médias habituels. Mais je ne vais pas gaspiller davantage de votre temps et surtout du temps d'Yves Pilon. Il nous a fait déjà 2 conférences à propos de son livre que vous connaissez tous. Vous l'avez acheté ou pas? Dépêchez-vous, il n'y en a presque plus en stock. Une philosophie de la rencontre, d'après Lévinas. Et aujourd'hui, donc il a parlé 2 fois de la rencontre. Et aujourd'hui, une abonnée de l'Université populaire m'a envoyé un message tout à l'heure, je pense qu'elle est là, pour me demander si cette conférence ce soir s'inspirerait également de ce livre. Eh bien, j'ai répondu, sans en connaître le contenu, oui. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la fraternité. Donc, c'est un autre aspect de ce que propose Lévinas dans toutes ses publications et toutes ses études. Grand merci, Yves. Merci Jean-Pierre. De ta fidélité et de ta générosité. Avec plaisir. Alors j'ai un petit problème de santé depuis hier. Et donc voilà, ce matin, j'avais presque plus de voix. Donc est-ce que vous m'entendez correctement? Bon. Hein, au premier rang. Voilà. Donc je me drogue un peu. Je pense qu'il faut pour que je trouve ma voix. C'est quand même... Toujours difficile de trouver sa voix. Voilà. Donc je vais présenter cette thématique en fait dans le travail que j'ai fait, qui est une façon de présenter la pensée de Lévinas, hein, parce qu'il faut toujours être assez honnête là-dessus. On ne fait pas du copier-coller, et donc à partir
on est dans une interprétation d'un auteur. On n'est pas tout de suite à coller complètement. Surtout, c'est une pensée complexe. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de transmettre les contenus de cette pensée, parce que pour pas mal d'étudiants qui se sont essayés à lire Lévinas en master, c'était pas toujours si facile que ça. Et donc, je dis tout de suite ce que je vais vous présenter. Je donnerai mon adresse mail à la fin. Ceux que ça intéresse d'avoir le texte, j'enverrai le texte. Sinon, je le publierai sur le site. D'accord. Voilà. Alors, il y a deux grandes parties dans le travail que j'ai fait. À vrai dire, à l'origine, ça vient d'une thèse sur la notion de vulnérabilité. C'est-à-dire, pour Lévinas, la vulnérabilité est ce qui nous constitue au plus profond de nous-mêmes, dans la mesure où, par définition, nous sommes toujours exposés à l'autre, aux autres. Donc, après cette thèse, j'ai transformer autant que possible le propos pour qu'il devienne un peu accessible, avec cette idée de rédiger une philosophie de la rencontre. Et pendant la première moitié du livre, c'est ce que j'ai présenté déjà 2 fois à UPOP, pendant la première partie du livre, on est vraiment centré sur la rencontre. Qu'est-ce que la rencontre? Qu'est-ce qu'on peut dire de la rencontre? Comment en rendre compte philosophiquement? Et puis la deuxième partie du livre, c'est sur la question de la société. Est-ce qu'on peut penser une société à partir de la rencontre? Oui, ça c'est un peu une autre entrée quand même que ce qu'on fait habituellement. Alors c'est dans ce cadre-là, donc dans cette deuxième partie, que j'ai abordé la question de la fraternité. Ça m'a semblé assez intéressant de proposer un temps de réflexion sur cette notion. Parce que, vous l'avez sans doute remarqué, c'est un peu une notion qui passe à la trappe. Elle a beau être écrite au frontispice de nos mairies. En réalité, on va parler d'autre chose, mais pas beaucoup de fraternité. Voilà, donc je vais d'abord faire une introduction sur cette notion de fraternité. Ensuite, je proposerai quelques points de départ pour entrer dans la pensée de Lévinas. Et là, déjà, on fera un petit temps de questions-réponses pour essayer de savoir si cette première marche, elle est un peu installée avant d'aller vers d'autres marches. Parce que, bon, c'est bien si on vérifie qu'on se comprend. Puis, moi, j'ai toujours l'impression que je suis clair, mais c'est normal puisque je me parle à moi-même. Hein, donc, bon, c'est toujours plus facile d'être clair envers soi-même. Mais la question, c'est comment les autres accèdent à ce qu'on raconte, quoi. Voilà, alors peut-être en introduction, simplement dire, vous le savez bien, hein, la Révolution française a annoncé une fraternité universelle, et évidemment, ce qui a surgi, c'est les pires des fratricides. Donc rien que ce constat historique nous amène à nous calmer un peu sur une fraternité volontariste. On sait ce qu'il en a coûté, et puis d'une certaine façon... désigner un frère, c'est toujours en même temps indiquer le non-frère. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, qui se veut positif, mais qui risque bien d'avoir une zone d'ombre assez importante? Alors, est-ce qu'il faut pour autant passer sous silence cette notion ? Alors, il y a plusieurs tentatives de synonymes, ou en tout cas d'analogies. Et la première des analogies, c'est la question de la solidarité. Les présidents de la République ont tendance à beaucoup plus utiliser solidarité que fraternité, comme s'il pouvait y avoir un peu de choses analogues. Mais bien sûr, la solidarité, c'est tout à fait essentiel, mais c'est une réponse à l'autre qui est dans un besoin matériel ou un besoin de santé. L'autre est dans un besoin, on y répond. Je vous donne quand même cette très belle définition de la Révolution française. Hein. Donc, cette solidarité est le devoir strict et indispensable de tout homme qui n'est pas lui-même dans la pauvreté, devoir qui ne doit point être avili, ni par le nom, ni par le caractère de l'aumône. Enfin, elle est pour toute société une dette inviolable et sacrée. Ah, ils avaient du jus. Ça commençait bien. Non, ils avaient du jus quand même. Mais bon, aussi cruciale soit cette solidarité,
ça n'est pas encore la fraternité. Alors il y a une autre piste qui peut amener une forme de modèle à la fraternité, c'est la question de l'amitié. Alors là, sur cette piste-là, on est plutôt dans une complicité de partage. On est parfois même dans une forme de ressemblance entre deux amis, à l'endroit de notre rapport au monde, à l'endroit de nos goûts. Et puis, il arrive, c'est vrai, qu'on se sente plus frère ou sœur d'un ami ou d'une amie que d'un frère et d'une sœur dans le système familial. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas enfermé, là, dans le système familial. Mais justement, ce sentiment qu'on a avec un ami profond, de voir les choses pareilles, d'être d'accord sur l'essentiel, de partager les mêmes idées, ben, d'une certaine façon, tout cela relève d'une forme de fraternité, mais sans altérité. C'est sans doute ce modèle qui prévaut et qui pense la fraternité sous l'angle de l'amitié. On se rassemble à l'endroit où on se ressemble. Et donc, les frères musulmans, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, etc., etc. La dynamique est identique, le même attire le même. Or, la fraternité n'est ni une solidarité, ni une amitié, et donc je vais vous proposer un autre chemin pour aborder cette question, et vous l'entendez déjà, aborder cette question, si possible, en prenant le plus au sérieux la question de l'altérité, qui est la question de Lévinas. Lévinas, c'est la question de l'autre, avec un petit a pour autrui, et un grand A pour l'autre, qui n'est pas lacanien chez Lévinas, mais enfin qui donne toute la profondeur de l'infini qui nous dépasse. Alors, je vais résumer brièvement mes deux autres interventions. Et donc, c'est pour ça qu'on prendra un temps après pour que je puisse répondre à vos questions si quelque chose dans mon accélération de présentation n'a pas été clair. Alors, je voudrais présenter 3 points de départ. Le premier point de départ, c'est sur la question de la phénoménologie. Donc, on est à partir du début du XXe siècle avec Husserl, avec Heidegger, avec Lévinas, on est dans un courant de philosophie qui s'appelle la phénoménologie. Alors, il faut que j'en dise 2 mots, parce que vous allez voir, c'est très, très important. Et en réalité, ça donne une cohérence à l'ensemble de ma présentation. Alors, la phénoménologie, elle a toujours pour souci de mieux comprendre notre relation au monde. Avant toute grille de lecture du monde, qu'elle soit une grille de lecture scientifique, psychologique, philosophique, avant toute grille de lecture, il y a un premier accueil de ce monde, qui est un premier accueil qui est dans un effet de donation. Quelque chose est donné. À partir de cette donation, on produit de la connaissance, mais il y a un point de départ que peut masquer la connaissance. Avant toute traduction en données qui seraient des données mobilisables, qui seraient des données qu'on peut manipuler pour déterminer le réel, pour identifier le réel, quelque chose nous est donné. C'est le fameux principe des principes de Husserl. Tout ce qui s'offre à nous de façon originaire dans sa réalité corporelle doit être simplement reçu pour ce qu'il se donne. C'est-à-dire les constructions, Husserl parlera de substruction. Nous sommes emplis de tout un tas de constructions qui créent des filtres. En cours de philo, de temps en temps, avec les étudiants, je leur dis, bon, alors, est-ce que le soleil se lève? Alors, 75% des étudiants, ils disent, oh, ben, vous savez très bien, monsieur Pilan, quand même, que le soleil, il ne se lève pas. Quoi. Bon, d'accord, vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ça? C'est-à-dire, vous êtes sûr que votre vécu à vous, ça n'est pas que le soleil se lève? Voilà, on active tout de suite un filtre, qui est un filtre qui
qui nous permet d'interpréter le réel, mais qui n'est pas à l'endroit de ce que nous ressentons, de ce que nous percevons. Et ça va intéresser la phénoménologie d'aller à cet endroit-là. Alors évidemment, c'est complexe parce que la philosophie aussi produit des filtres. Hein, la question de l'être, depuis Aristote, bon, c'est un filtre énorme. Donc il faut déconstruire les filtres. Bon, ce qu'on appelle l'époquer en phénoménologie, c'est un travail sur soi-même et ce qui advient à la pensée de façon spontanée pour mettre cela en travail et être à l'endroit de ce qui est donné dans l'apparaître tel qu'il se donne. Dit autrement, c'est Heidegger qui le dit, il s'agit d'accueillir les phénomènes comme ils se donnent, de diriger la théorie sur les phénomènes au lieu de faire violence aux phénomènes à partir d'une théorie préconçue. Voilà le renversement qui est proposé. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui va être beaucoup mis en avant, et ceux qui ont quelques mémoires de leur cours de philo, c'est tout le travail de Merleau-Ponty. Quelque chose va être mis en avant, c'est la question de sentir le monde. C'est la question d'une évidence perceptive de la manifestation. Dans son travail, il arrivera jusqu'à une foi perceptive, d'une certaine façon. Ça ne peut pas être masqué au point que ça disparaîtrait complètement. Nous sommes lucides sur le fait que c'est masqué par des représentations, mais il y a certainement un chemin qui permet d'accéder à une donation première. Pour reprendre les termes de Merleau-Ponty, c'est toute la chair du monde qui se trouve évacuée par ces filtres de lecture scientifique, psychologique ou philosophique. Notre sentir le monde est mis entre parenthèses. Pour la phénoménologie, la connaissance objectivante ne peut pas être première. Elle est un résultat. L'activité représentationnelle, ma production de représentation sur le réel, ne doit pas évacuer l'accueil de ce qui se manifeste comme cela se manifeste. La présence monde doit être prise au sérieux dans une dimension incommensurable qui s'y manifeste. C'est cela, la phénoménologie, pour le dire tout simplement, c'est la primauté qui est donnée à la manifestation et non pas à la représentation mentale de ce qui se manifeste. Ça va? C'est vrai qu'un après-midi comme ça, alors vous avez vu, j'écris sur le PowerPoint par habitude, parce que je me dis, bon, ça c'est très très important. Hein, c'est-à-dire que les choses se manifestent, alors c'est le plus facile, c'est dans les relations humaines. Elles ne se manifestent jamais comme on peut toujours le penser, l'organiser, etc. Donc il y a toujours un décalage entre ce qui se manifeste et puis ma pensée de ce qui se manifeste. Et ça va être très important dans le propos que je vais tenir. Ça, c'est le premier point de départ, hein, ce courant phénoménologique. Le deuxième point de départ, c'est le Dasein de Heidegger. Alors, dans cette approche-là, Heidegger va souligner que nous sommes monde. Nous ne sommes pas le monde, nous sommes monde. C'est-à-dire, vous pouvez vous pincer, hein, il y a du monde. Je veux dire, on est bien une réalité charnelle, quel que soit notre degré d'autonomie avec ce corps. Hein. Le monde met présence charnelle avant d'être une chose en face de moi. Avant que je se pose et s'impose pour dire le monde, ma réalité est là comme appartenant à cette donation première. Ce là, cette situation première est structure d'être. Le Dasein, avant de dire je, ma réalité est en situation, présence, située là, en tant que monde. Alors ça décale, hein, parce que à partir de Descartes,
on part de soi-même et on montre le monde ou les gens, etc. Mais là c'est ça qui est déconstruit dans cette approche-là. Le Dasein n'est pas le moi qui surplombe le monde, qui devient une chose à portée de main. Dire que nous sommes monde, et je souligne que c'est une formule très écologique, hein. Dire que nous sommes monde, c'est aller en deçà de notre habituelle opposition entre le sujet et l'objet. Nous sommes en cette situation où il n'y a ni subjectivité ni objectivité. Heidegger écrit « Le Dasein n'a pas d'extériorité et c'est la raison pour laquelle il est également absurde de parler à son propos d'intériorité. » Ça dépote un peu hein, par rapport à nos habitudes depuis Augustin. Nous sommes presque définis par notre intériorité. Alors je vais le dire autrement, et nous entrons là dans l'épaisseur du sentir-monde. Nous sommes dans notre pleine effectivité, dans notre pleine réalité. Nous sommes affectivité, sensibilité. C'est-à-dire, c'est sur ce terreau-là que prend racine ce qui va être production de connaissances. Mais c'est ce terreau-là qui va intéresser la phénoménologie. Troisième point de départ, évidemment, Lévinas. Hein. Alors nous voilà donc entraînés dans un déplacement. Nous voici dans l'impossibilité de rendre compte de la complexité des phénomènes par une approche du type logique. Et c'est la complexité de cette approche-là. C'est qu'on va dans une zone où justement la logique, avec ses logiques, doit être suspendue. Cette suspension, c'est la notion d'époquet chez Husserl. La phénoménologie cherche à penser l'homme-monde en dehors des habitudes de pensée. Nous ne sommes plus dans une pensée de l'identité, dans une pensée de la représentation ou dans une pensée de l'adéquation. L'adéquation, c'est la notion de vérité entre la chose et l'intellect qui saisit cette chose. C'est ça l'adéquation. C'est-à-dire une certaine conception de la vérité. C'est tout ça qui saute hein, d'un coup, là. Une évidence originaire apparaît dès qu'on enlève l'évidence logique. Il y a une évidence plus originaire à partir de laquelle la logique prend sa légitimité. Comme le dit Husserl, c'est précisément dans les couches inférieures qu'on peut trouver les présupposés cachés sur le fond desquels seulement deviennent intelligibles le sens et la légitimité des évidences supérieures du logicien. Donc vous voyez là, Husserl, il fait jouer quelque chose qui est, quelque part, nous sommes fondés par des strates où nous sommes monde. Et vous voyez, même le langage, il faudra enlever le verbe être là-dedans. Là. Donc, où nous, monde, nous sommes fondés à cet endroit-là dans une couche qu'il dit inférieure. Il faut bien trouver des mots. Hein. Et puis, à partir de cette strate, bien sûr, nous sommes producteurs de compréhension, de représentation, de logique, d'adéquation. Alors, il faut bien comprendre ce positionnement philosophique, hein. Cette considération d'une couche de présence antérieure à toute connaissance, à toute catégorisation, à toute désignation, n'est pas une dévalorisation de notre réflexivité. En philosophie, si on dévalorisait la réflexivité, on serait un petit peu dans le comble du philosophe. Et donc, il faut le dire avec, pour pas qu'il y ait d'incompréhension, le pré-réflexif, donc cette strate que Husserl dit inférieure, c'est pour se faire comprendre. Ce pré-réflexif, cet anté-réflexif n'est pas du tout un anti-réflexif. Il ne s'agit pas de discréditer la science, c'est pas la question. Mais se dire il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte, et vous allez voir, ça va avoir un certain nombre de conséquences pour notre sujet.
La mise en valeur de cette couche inférieure indique qu'une part de notre réalité est en passivité. Voilà arrivée la vulnérabilité. Hein. Une passivité originaire qui se vit sans cesse sur le mode de l'affect, une présence vécue dans une certaine tonalité sur laquelle le langage bute. Ce qui fait dire à Lévinas, le problème consiste seulement à se demander si le commencement est au commencement. Si le commencement comme acte de conscience n'est pas déjà précédé par ce qui ne saurait se synchroniser, c'est-à-dire par l'irreprésentable. Si une anarchie n'est pas plus ancienne que le commencement et la liberté, alors anarchie, là, il faut l'entendre dans l'étymologie, hein, qui est un originaire sans fondement. Donc il y a un moi qui est sous-jacent à moi-je. Là, vous me comprenez, je suis sûr. C'est-à-dire, là, on est dans une société où moi-je, alors moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je pense ci, moi, je pense ça, moi-je. Eh bien, de façon sous-jacente, il y a un moi-monde, fait de chair. Non pas le corps objectif que l'on pèse sur une balance, mais un corps de chair à la fois vivant et vécu. Cette dimension de notre réalité n'est pas réductible à la représentation que l'on peut s'en faire. Il nous reste à habiter les manifestations de ce qui s'opère dans cette strate inférieure. Voilà, à l'arrache, une présentation des points de départ. J'ai schématisé pour donner un petit coup de main si vous voulez poser des questions. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre en hauteur logos avec les termes que j'ai utilisés, production d'identité, les représentations qui permettent de comprendre le monde, l'adéquation pensée comme une forme de vérité, etc., etc. Et puis, il y a quelque chose qui est du côté de, je reprends les termes, hein, couche inférieure du pré-réflexif, avec la question d'une donation originaire, la question de chair du monde, hein, c'est-à-dire quelque chose d'opaque, mais quelque chose qu'on perçoit en termes de présence, en termes de fluide. Hein. Il y a l'importance de la notion de présence quand elle se manifeste, et ça c'est bien supérieur à la représentation, ça je vais y revenir. Et puis il y a la question du Dasein, qui est un être monde situé, qui n'est pas moi-je. Allez-y, oui. Merci. On va te faire passer un micro, peut-être. Oui, il arrive. C'est seulement pour que tu sois enregistré toi aussi. Et je te demande, s'il te plaît, de faire assez bref, parce que nous sommes nombreux. Donc tu ne fais pas la conférence après la conférence. Merci. Voilà. Je voulais simplement savoir si vous ne voyez pas un lien entre la phénoménologie et le nominalisme philosophique qui existait en disant on pense le monde et en même temps c'est un écran, ou Schopenhauer qui dit le monde comme volonté aussi représentation. Donc à mon avis la phénoménologie n'est pas apparue comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, mais c'est toujours comment penser ce qui est irréductible également au concept, à l'analyse. Alors l'originalité à mon avis de la phénoménologie, mais je ne sais pas, vous me direz si vous en pensez, c'est que ça s'applique également à soi, à son être, alors que avant, on pensait plutôt comment penser le monde et on disait qu'il y a une irréductibilité dans le sujet. Alors que là, ça s'applique également aussi au moi. Oui, je partage tout à fait ce que vous... On va peut-être prendre plusieurs questions. Ah oui, d'accord. En tout cas, je partage tout à fait votre avis. Peut-être le plus, c'est la question de la présence. C'est-à-dire, cette manifestation est présence. Au milieu de la Comment salle, dire la présence? Parce que si vous dites un concept pour la présence, vous avez un peu raté du truc quand même. Hein, on est quand même un peu à côté. Donc, il faut se débattre avec ça. Vous gênez pas, hein, parce que là, on fait en un quart d'heure quelque chose qu'on pourrait faire en 4 heures. Hein, donc, et en même temps, Yves repose sa voix. Oui, bonsoir. Moi, je me demande si la chair du monde est-elle innée ou acquise? J'ai pas compris. D'où la chair du monde nous tombe dessus, ou alors c'est construit au travers de l'histoire, des rapports humains, ou c'est comme le Saint-Esprit, ça nous tombe dessus.
C'est pas une question qui est posée, en tout cas dans la phénoménologie, parce que justement, peut-être la première chose qui nous est manifestée, c'est notre corps. Et donc, bon, vous le savez, pour certaines philosophies, on tombe, l'âme tombe dans le corps. Enfin, là on est. Mais c'est de prendre très au sérieux que tout compte fait que le monde n'est pas la chose qui est devant nous simplement parce qu'on a des yeux. Quand on se pince, on voit bien qu'on est quelque chose du monde aussi. Alors évidemment, ça ramène quand même la question de l'irréductibilité que pose monsieur. C'est-à-dire, il y a, pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, il y a un incommensurable sur cette approche-là, puisque je ne peux pas me surplomber pour faire de mon corps un objet. C'est pour ça qu'on fait comme en allemand, on distingue la chair et le corps pour essayer de... Le micro arrive. Est-ce que ce n'est pas un retour de la philosophie grecque, d'une certaine façon, à une vue du monde plus judaïque, en un sens, avec l'image de la création de l'homme qui part de la boue et dans lequel il y a du souffle qui arrive après, d'une certaine façon? Oui. En tout cas, il y a bien quelque chose d'Aristote qui a été pris au sérieux. Mais chez Aristote, on est très vite... le filtre qui arrive, c'est la métaphysique de l'être. Alors ça vient trop vite, quoi. Ce filtre-là vient trop vite pour qu'on puisse s'installer dans un questionnement autour de la présence monde. Mais autrement, bien sûr, ça serait quand même le comble, après autant de siècles de philosophie, qu'enfin, au début du XXe siècle, il y ait quelqu'un qui aborde quelque chose qui n'aurait jamais été abordé. Ça, c'est un peu... Il y a des travaux passionnants, d'ailleurs, même pour retrouver chez Descartes, Nietzsche ou d'autres, la question de la présence et comment elle est travaillée par eux. Mais ça va être mis en exergue. C'est peut-être ça ce qui déplace. Eh bien, nous allons passer à la suite. On peut continuer. Manifestement, tout le monde est déjà assommé. Très bien, très bien. Oh, j'espère pas. Voilà, alors j'ai un plan. Donc, bon, ben alors, que dire de moi? Alors, chez Lévinas, le moi, c'est pas moi-je. Enfin bon, on va voir. Et puis alors, que dire de nous? Puisqu'on est sur la question de la fraternité, et puis j'arriverai quand même à ma thématique, mais vous allez comprendre, il faut tirer un fil, et pour bien comprendre la fin, il faut avoir bien suivi les chemins qui sont pris. Donc, si, comme on l'a vu, je n'ai pas le commencement, comment dire ce commencement pré-réflexif ? Nous ne sommes pas d'abord un je qui comprend le monde et décide d'aller vers les autres. Alors je vais lire de temps en temps des extraits. Au commencement est la rencontre. Je veux dire, mon commencement est rencontre. Là, vous avez tout de suite une vigilance en phénoménologie, c'est-à-dire, par définition, on ne parle pas des autres, comme ça. Autrement, on n'est pas à l'endroit qui est réclamé dans ce travail propre à la phénoménologie. Mon commencement est rencontre. La rencontre n'est pas une possibilité parmi d'autres. Elle est ce qui me constitue. Elle est ma mise au monde, ma pleine naissance, celle qui m'a plongé dans la réalité des êtres humains. La rencontre d'autrui est la source première de mon individuation. Avant tout, moi je suis par l'autre. Je suis par cette mère, je suis par ce père, je suis par mon emplacement terrestre, je suis par mon corps et ses capacités. Je suis toute ouverture,
d'une ouverture qui n'est pas proportionnée aux capacités de ma conscience. Je suis rencontre avec tout ce qu'elle comporte d'incommensurable. Affirmer la rencontre, c'est affirmer l'altérité qui nous fait avant toute identité. L'altérité est première. On va le dire autrement, hein, je ne me suis pas mis au monde. Vous voyez, comme ça, le moi-je, au moins, il se calme un peu, quoi. Hein. Alors, paradoxalement, la rencontre a comme condition une séparation première. Nous sommes sortis du ventre de notre mère et la coupure du cordon ombilical nous en a définitivement séparés. Par le corps séparé, la rencontre enveloppe, paradoxe originel. Parce que le petit homme est séparé, la rencontre enveloppe de bras et tout autant de mots. Le franchissement du col s'accompagne de gestes et de paroles. La séparation que rien de la vie ne permettra de combler est la condition de la rencontre. Parce qu'il y a séparation, il y a de l'entre. C'est le entre nous. Cet entre-là, il faut arriver à le penser. Alors, évidemment, ça demande, vous voyez, une forme de travail assez particulier, mais il y a cette séparation. La rencontre, c'est bien de la proximité à l'intérieur de cette séparation. Il y a de l'entre, et cet entre, justement, est un espace de présence sentie, vécue. J'ai le plaisir de jouer du piano. Chez moi, il y a un piano droit. Il est contre un mur, donc quand je joue du piano, je ne vois pas qui est derrière moi. Et puis, pour un peu que je m'énerve au piano, ça va être fort ce que je vais jouer, hein, une bonne polonaise de Chopin, normalement ça envoie. Eh bien, tout de même, même si je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi, même si je n'entends pas quelqu'un qui pourrait s'approcher, si quelqu'un s'approche, je perçois cette présence. Donc ça, il faut prendre ça au sérieux, c'est-à-dire que la présence ne peut pas en rester à un concept. Il y a quelque chose de charnel qui est manifesté et qu'on doit prendre au sérieux. Alors, encore une fois, on est en panne de mots. Hein, on va parler de feeling, par exemple. Hein, on est obligé d'aller chercher dans d'autres langues certains termes. Hein. Pour vous donner un exemple, on m'a fait intervenir auprès de jeunes psychiatres qui pensaient que le diagnostic pouvait être fait en visio. On m'a dit, Pilan, si tu peux leur parler un peu de la nécessité de la présence pour faire un diagnostic, ça serait bien. Donc voilà, vous voyez. C'est-à-dire comment on fait un diagnostic si on n'est pas en contact vraiment presque corps à corps, quoi, hein, bon. Alors dans cette rencontre-présence, quelque chose me dépasse. Ce qui fait dire à Lévinas, rencontrer l'autre, c'est être tenu en éveil par une énigme. Vous voyez, c'est pas compliqué, Lévinas. Hein, on est tous au courant. Hein. Je ne suis donc pas d'abord dans la maîtrise du monde qui serait face à moi. Je suis exposé à l'autre, exposé à ce qui n'est pas moi. Mais acceptons-nous si facilement d'en rester à l'endroit de la présence de la rencontre? Je peux me représenter l'autre, même quand il est absent. Quand je me représente l'autre, l'autre me vient à l'idée et je le crois présent, alors qu'il n'est pas là charnellement. Donc ça intéresse beaucoup la phénoménologie, parce que vous voyez, là, il y a quelque chose qui intrigue. Je peux me rendre présent l'autre par mes représentations, alors qu'il n'y est pas. Et dans ce cas, je le ramène à moi, j'en produis une connaissance. Je l'identifie, c'est mon voisin.
Je le fais éventuellement entrer dans une catégorie, il est chômeur. Je peux aussi le comparer, me fait penser à mon cousin. Dans ce geste de connaissance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me rends l'autre accessible. Il devient à portée de main, comme les choses qui m'entourent. Je le ramène à ce que je connais, je lui donne des identités. Il est mon alter ego, je me vois dans l'autre. Vous savez, nous rappeler, en cours de récréation, on disait « comme on est, on croit l'autre ». C'est pertinent en réalité. Mon activité mentale est en train d'écraser la rencontre, en train d'en récupérer la part inconnue pour comprendre, pour prendre avec moi je. Par ma connaissance de l'autre, c'est l'identité qui est première et non pas l'altérité. Et dans cette activité, je me découvre connaissant, c'est-à-dire j'assure, je rassure mon moi-je, c'est bien moi, qui est la connaissance de l'autre. Je me prends pour commencement. Je connais l'autre comme moi-même, je l'absorbe dans mon même. Vous savez, ces conversations de couple où de temps en temps on dit « je sais très bien ce que tu vas me dire ». Ah ben ça y est, il n'y a plus d'autres. Il n'y a plus d'autres. Voilà, je m'auto-suffis, puisque je sais même déjà ce qu'il va dire. Cette réflexion sur le fait de prendre au sérieux les écarts entre les représentations qui nous font croire que quelque chose nous est présent alors qu'il ne l'est pas, et la présence effective dans la rencontre, je pense que sur la réflexion sur les réseaux sociaux et leurs dérives, il n'y a pas que des dérives, mais quand il y a des dérives, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. C'est-à-dire les représentations, elles peuvent tourner en boucle, s'auto-alimenter, générer une autre représentation, et on n'en sort pas au bout d'un moment. Je connais quelqu'un qui n'hésite jamais à proclamer son racisme. Mais comme je sais qu'il est très ami avec un ami à nous qui est du Maghreb, à chaque fois je le renvoie à cette amitié. Je lui dis non mais quand même, d'accord, tu me dis que tu es raciste, mais quand même quand on est avec Mohamed, ah non mais là c'est pas pareil. Ah, mais qu'est-ce qui est pas pareil? C'est que son racisme est construit sur ses idées, alors que la relation avec Mohamed, eh ben ça défait, ça déconstruit, mais il ne le prend pas au sérieux. Simplement, il dit ah ben non mais ça c'est pas pareil. Mais si c'est pareil. C'est justement, il y a bien quelque chose qui se déconstruit quand je rencontre quelqu'un qui m'est étrange ou étranger. Quelque chose se déconstruit de mes représentations. Vous me suivez, je pense, hein, parce que ça c'est des choses qu'on observe. Hein. En rester à la rencontre, se laisser altérer dans le fait d'être exposé à l'autre, laisser cette altérité me travailler sans mobiliser mes représentations, c'est laisser agir l'entre, l'autre et moi, l'entre-nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nous, de l'entre-nous? Alors, là, je vais reprendre un certain nombre de choses sur ce que j'ai posé dans les points de départ. La relation, quand elle relationne, n'est pas du même ordre qu'un rapport. Le rapport est une structure de la logique formelle. Alors, dans la vie de tous les jours, pour nous, c'est synonyme. Mais Lévinas nous rend vigilants à ça. Quand on établit un rapport entre A et B, quelque chose les assemble, quelque chose les rend relatifs, relatifs A avec B, B avec A. Ils appartiennent au même ensemble. Quelque part, il y a du même. Quand on parle de différence, par exemple, en fait, on présuppose toujours une unité sur fond de laquelle la différence est concevable. Vous repérez une différence entre deux lettres, parce qu'il y a un alphabet. Donc la question de la différence
ça vient à l'endroit des rapports où on postule toujours qu'il y a une entité première sur laquelle ces différences apparaissent. À l'opposé, la rencontre désigne une relation avec une réalité infiniment distante de la mienne, sans que cette distance détruise pour autant cette relation et sans que cette relation détruise cette distance. Voilà une formulation qui empêche toute absorption de l'altérité. Dans la rencontre, considérée avec tout son poids d'altérité, l'autre n'est jamais récupérable. Il reste radicalement séparé. La relation avec autrui n'a pas le même statut qu'un rapport logique. Les termes en demeurent absolus malgré la relation où ils se trouvent. Dans la rencontre, la logique formelle est renversée. Alors, cette approche-là, ça va donner le magnifique livre de Lévinas qui s'appelle « Totalité et infini ». Vous le savez, Lévinas, comme beaucoup de juifs de sa génération, a subi la Shoah, en tout cas dans sa famille. Et ça a généré chez Lévinas une grande allergie à tout ce qui peut venir totaliser les êtres humains. Et donc, c'est ce fil-là que je vais tirer pour essayer d'arriver à nous. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit nous ? Alors, donc, pour Lévinas, le soupçon est systématique à l'endroit de la mise en totalité des êtres humains. Que ce soit le « on » neutre ou que ce soit la coïncidence de l'identité de la différence chez Hegel, toute absorption des individus dans une entité est une négation du caractère unique de chaque un et de chaque une. À chaque fois, c'est un chemin d'indifférence qui se met en place. Dire la société, l'espèce humaine, le genre humain, c'est risquer une approche de notre vie entre nous qui additionne des individus pour en faire une entité, sinon un concept, une entité manipulable permettant de transgresser la frontière entre la personne et l'objet. Tout geste qui crée un ensemble d'individus est une négation de l'altérité qui nous constitue. Les Français, les handicapés, les marginaux, les juifs, etc., etc. Que peut bien signifier les jeunes ? Ça veut dire quoi, les jeunes ? Qu'est-ce que nous disons quand on dit les gens ? Vous avez vu, de temps en temps, on peut se surprendre soi-même. Hein, tout d'un coup, à dire, ouais, alors les gens, et qui c'est les gens si c'est pas nous ? Enfin, vous voyez, nous avons comme ça des évidences. Hein, c'est des évidences qui circulent par le langage, mais qui viennent comme ça mettre des êtres humains qui sont toujours singuliers, qui sont toujours uniques, de les mettre comme ça, comme si on pouvait accéder aux jeunes en disant les jeunes. Totaliser, créer des ensembles englobant au risque de l'amalgame et de la négation des singularités, c'est en rester à la couche réflexive en quête d'objectivation. C'est-à-dire de rester, de ne pas être descendu, de ne pas s'être laissé descendre à l'endroit de nos rencontres, mais d'être à un endroit de production de connaissances qui est au niveau du logos. Or, nous cherchons à indiquer, de biais s'il le faut, une couche inférieure, un pré-logos, qui ne se suffit pas de concept et d'identité. Une fois encore, cette couche est chair vivante et vécue, incarnation des relations quand elles relationnent. Pour indiquer cette vie relationnelle,
en activité, Castoriadis, il dit magmatique. Pour indiquer cette vie relationnelle magmatique, Emmanuel Lévinas met en place une notion, la socialité. La socialité est l'incessant flux de nos relations qui traversent nos rencontres maintenues énigmes. La socialité, c'est ce qui se passe tout le temps. C'est en train de se passer là. C'est ce qui se passe tout le temps. Évidemment, vous m'écoutez avec vos oreilles. Mais en réalité, nous sommes tous les uns les autres en présence. Hein. Et cette présence-là, eh bien, comme je disais tout à l'heure, hein, on est du côté aussi du sensible, de nos sensibilités, des affects hein, aussi. Et donc, c'est cette dimension-là qui va être prise au sérieux avec cette notion de socialité. La socialité n'opère pas à partir d'un élément commun préalable aux êtres en relation. Voilà, ça c'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure sur la fraternité. La socialité n'opère pas à partir d'un élément commun préalable aux êtres en relation. Par exemple, la raison. Voilà, la définition de l'être humain, c'est la raison. Bon, on est quelques-uns dans cette salle à côtoyer des personnes qui ont une certaine légèreté quand elles vont du côté de la raison. Bah oui, c'est pas... Voilà, comment il faut faire avec cette définition que l'être humain est un être raisonnable. Il y a un peu du monde à éliminer dans le truc. Hein. Bon, là encore, aussi, si jamais on dit le commun préalable, ça serait l'appartenance au genre humain. Ouais, alors là, comment on s'en sort avec une définition pareille si on n'est pas scientifique en tout cas. La socialité est sans cesse rencontre, dans une relation avec l'autre comme telle, parce qu'il est unique, parce qu'il est incomparable, et parce qu'il n'est jamais une simple partie du monde. Vous me suivez ? Vous entendez là quand même la réaction au nazisme dans son horreur, quoi. L'autre n'est jamais une simple partie du monde. Parce que nous sommes toujours en relation, nous sommes toujours en rencontre, et à cet endroit-là, nous ne sommes jamais des objets pour des objets. Voilà la couche inférieure la plus active qui soit, un flux incessant de relations par une séparation entre des individus uniques, irremplaçables, aucunement sujets à comparaison. Pour dire ce paradoxe, des relations qui n'annulent pas la séparation tant l'altérité est première, Emmanuel Lévinas parle d'une socialité en termes de séparation liante. Je demandais comment dire un nous. Le nous est le fruit de l'antre, d'une altérité toujours en activité. Parler d'un nous, c'est affirmer que l'expérience première est celle de la socialité comme pluralisme. Ici, le pluralisme ne tient pas aux origines ethniques, parce qu'on a tendance à faire ça. Le pluralisme ne tient pas aux origines ethniques ou aux dimensions aspectuelles de nos corps. Le pluralisme tient à la part secrète constituée de nos rencontres. Nous sommes énigmes, même à nous-mêmes. La considération absolue de la singularité radicale de l'autre ne pourra donc jamais s'accommoder du moindre amalgame de tout ce qui viendrait mettre en totalité ce qui n'a aucune vocation à l'être. Si la proximité ne résorbe pas la séparation du par l'autre, la socialité ne va jamais vers une communion. L'idée du social n'est pas à chercher du côté de la fusion. La socialité n'est ni juxtaposition, ni communion, mais elle informe la société, elle donne forme à la société. Texture paradoxale donc qui rompt avec toute totalité qui veut unifier au risque de confondre et amalgamer par le même, dans le même.
Il s'agit de dire la coexistence du lien et de l'antre. Le lien et l'antre. De la relation dans la séparation. Aucune entrée connaissante ne peut venir réduire les preuves sensibles de l'exposition à chaque autre. Le tiers ne fait jamais masse. La socialité est la prise au sérieux que le nombre ne dit rien. Que tout échappé vers la mise en catégorie est une annulation d'une diversité qui ne peut se réduire. Ni le même qui annule l'altérité, ni l'un qui dépasse les parties, ni le général qui dépasse tous les particuliers, ni l'universel qui absorbe les singularités, mais sans cesse une active diversité. Si je prends plusieurs philosophes, Hannah Arendt parle de pluralité, la Boétie dit tous un en mettant un S à un. Édouard Glissant parle d'archipélique pour parler de nos rencontres. Et Emmanuel Lévinas fait une belle faute d'orthographe, il met un S à moi. Voilà, chaque philosophe a tordu un peu l'orthographe pour essayer sans arrêt de ne pas laisser non plus la langue venir écraser ce qui nous constitue, mais un nous fait de nos singularités, de notre unicité, de notre dimension irremplaçable. Que ce soit par l'hypothèse chrétienne de la communion, qui, à force d'idéalisation, s'est cru réalisé, que ce soit par le fantasme révolutionnaire d'un tous ensemble, qui d'abord amalgame les forces, que ce soit par l'activité comparative, qui sait déjà où placer chacun sur une échelle de mesure et qui entre dans la relation sans entre et sans autre, avec un rapport logique, que ce soit par les tendances fusionnelles de la relation amoureuse, cet entre, c'est l'antre qui, à chaque fois, est comblé, est bouché et, d'une certaine façon, est annulé. C'est-à-dire, Lévinas vient poser la question comment toutes ces visions, qui sont des façons de nous représenter, nous, eh bien, comment il y a à chaque fois le risque de ne plus en considérer l'altérité qui, encore une fois, est première. Pour Édouard Glissant, la socialité relève d'une poétique. Ben oui, parce que quand on descend, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur une couche inférieure de nos sensibilités, c'est évidemment pas le langage logique qui va nous donner accès. Par contre, la poésie va chercher à nous donner accès à cette sensibilité et va venir l'alimenter. Pour Édouard Glissant, le principe mystérieux qui anime le vivant confère à chaque existence une singularité irréductible, mais une opacité approchable. C'est là où il y a la poésie, parce que l'opacité est approchable. D'où l'infinie diversité, ces imprévisibles et la nécessité de les préserver en imprédictible comme en opacité. Alors, vous voyez, cette façon de penser nos relations, cette façon de nous penser constituée par nos rencontres, celles qui se sont mises en œuvre depuis notre naissance, mais jusqu'à aujourd'hui,
nous sommes faits de rencontres. Hein. Combien de fois on raconte ah, bah, c'est grâce à un prof que, ou ah bah oui, mais j'aime la musique parce que j'ai rencontré. Ah, ce sont les rencontres qui font que nous sommes ce que nous sommes. Hein. Et donc, toutes ces rencontres qui nous constituent, eh bien, c'est cela la socialité. Hein. Et donc, là, Lévinas propose une thématique qui n'est pas celle de la société. En tout cas, ça serait une société qui est tout le temps à l'endroit de nos relations. La socialité qui caractérise la couche la plus première de notre vie ensemble est anarchique, à la merci des rencontres, vulnérables, énigmatiques. Dès qu'on quitte ce pré-réflexif, le logos met en ordre, range, classe, impose des catégories, institutionne. Et cette institutionnalisation fait rapidement croire qu'elle est première, qu'elle est le commencement, sans voir que l'instituant relève d'abord de la socialité. Jean-Luc Nancy a cette très belle formule, trop souvent pris dans l'ordre, nous percevons de moins en moins les textures de notre être ensemble. Ça, c'est une immense thématique. Hein. Là, je vais passer. Hein. Mais quelle tension entre la socialité, c'est-à-dire ce qui fait nos rencontres, nos relations hein, sans cesse, et puis la mise en ordre que représentent nos institutions, notre société, etc. Quelle compatibilité ou à quelle hauteur des choses s'abîment. Vous voyez, ça c'est une thématique. Comment penser une mise en ordre sociétale qui n'abîme pas la socialité? Vous avez 2 heures. Bon, et la fraternité. Ben, la fraternité, c'est la question suivante, tout compte fait. Hein. Est-ce que c'est une mise en ordre ou est-ce qu'elle appartient à la socialité première? Et avec Lévinas, il me semble que l'on peut la situer justement à l'endroit d'une tension entre socialité et société. Les autres ne m'affectent pas comme des exemplaires du même genre réunis avec mon prochain par ressemblance ou par communauté de nature. Lévinas insiste. Les autres, d'emblée, me concernent. La fraternité précède ici la communauté de genre. Ma relation avec autrui en tant que prochain donne le sens de mes relations avec tous les autres. Toutes les relations humaines en tant qu'humaines procèdent du désintéressement. Alors, c'est cette affirmation-là que je saisis. Hein. Il y en a bien d'autres, mais elle me paraît tout à fait exemplaire. Et donc, ça permet de schématiser ainsi, c'est-à-dire de continuer mon petit schéma de tout à l'heure. Là, on est en train de... Tout à l'heure, on est descendu sur les couches dites inférieures, hein, parce que bon... Mais là, on est en train de remonter justement à la jointure entre quelque chose de cette socialité qui est dans le pré-réflexif et quelque chose du réflexif où nous organisons notre société. Je pense que là, on peut positionner chez Emmanuel Lévinas la fraternité à l'endroit de cette articulation, mais qui est une tension. Cette tension n'est ni un principe, ni une théorie, ni une valeur. Elle n'est tension qu'à la vivre en moi, dans la relation aux autres. Au risque d'en conserver toute l'opacité et de ne pas l'expliciter, elle est ce qui me traverse quand la relation relationne. Donc pas quand je pense la relation. Quand je pense la relation, c'est un rapport. Aller ici vers une intelligibilité nous arrangerait bien.
ce serait une affaire de bien-pensants, de moralistes, de donneurs de leçons. Mais il s'agit de ce qui me traverse quand ça me traverse. Vous voyez, la phénoménologie, elle est casse-pied pour ça. C'est-à-dire, je ne peux pas transformer la présence en concept. Je ne peux pas transformer la relation en rapport. C'est toujours à l'endroit de ce que je vis, de l'altérité, quand l'autre m'altère. C'est à cet endroit-là que les choses se passent. À chaque fois, il s'agit de moi, car j'habite ce seuil entre socialité et société. Habiter au seuil, c'est être traversé par une double tension. La fraternité est le plus grand inconfort de la subjectivité parce que la puissance de la rencontre, dans la perception immédiate que j'en vis, va en expansion vers tous les autres. Je ne décide pas de me les rendre prochains. Je ne professe pas une déclaration humaniste et généreuse. C'est bien plus raide que cela. Tout visage me parle au point que je me dise « Qu'ai-je à faire avec lui ? À quelle justice me convoque-t-il » Ce jeune homme partit faire le djihad dans des pays qu'il ne connaissait pas. Quelle parole n'ai-je pas trouvée qui l'invite à s'épanouir là où je vis ? Cette femme sur un bateau égaré en Méditerranée, quelle hospitalité attend-elle de moi pour poser sa tête et dormir en toute tranquillité ? Ce pédophile qui va en prison, de quelles injustices a-t-il été l'objet ? Quel irrespect de la loi symbolique a-t-il subi et comment puis-je le soutenir ? Cette personne qui m'agresse, qu'est-ce qui ne lui a pas été donné pour qu'elle soit dans le passage à l'acte ? Comment puis-je réagir pour l'aider à sortir de la violence ? Être pour autrui ne doit pas suggérer une finalité quelconque et n'implique pas la position préalable ou la valorisation d'une je ne sais quelle valeur. Nous sommes ici simple réponse à l'autre. Ce jeu de mots permet d'insister sur comment Lévinas conçoit la responsabilité. La responsabilité, c'est tout compte fait. Comment je suis réponse à ce qui arrive à l'autre. Hein, quand on va dans le métro là, à Marseille, il y a quelqu'un qui fait la manche. Bien sûr, je peux tourner la tête pour essayer de voir qui donne pas, et si tout le monde donne, je vais donner, etc. Ou alors les représentations. Non, mais déjà, avec tout ce qu'on file aux impôts, hein, on ne va pas commencer. Voilà. Alors, c'est parti, quoi. Hein. Non, mais c'est moi qui suis interpellé par ce qui se passe là. C'est à moi de me positionner. Je n'ai pas à tourner la tête ni à activer mes représentations. Ça ne m'oblige pas du tout à répondre. Mais ma responsabilité, c'est d'être là, dans cette situation. Et des fois, ça vous est arrivé, on peut être dans la rencontre, parce que régulièrement, c'est toujours la même personne qui est à cet endroit-là, puis à un moment donné, voilà, on commence à échanger. Voilà, c'est une responsabilité sans pourquoi. Ça, c'est important. Hein. Chez Lévinas, c'est pour ça qu'il n'y a pas toute cette question de morale. Hein. Vous voyez, être pour autrui ne doit pas suggérer une finalité quelconque. La morale, c'est prendre le bien pour finalité de nos relations. C'est un peu, ça dérange hein, souvent cette question-là. La fraternité, n'est pas une valeur, même de la République. C'est à chaque fois
de moi qu'il s'agit, non parce que je me mets au centre du monde, mais parce que le monde s'est mis au centre de moi. C'est-à-dire, encore une fois, comment je suis ce monde. Oh, la société, là, vous vous rendez compte, mais il n'y a plus rien qui va, etc. Et c'est nous, la société. Et donc, la question, elle se pose autrement. Bon, j'ai parlé d'un seuil, donc dans le passage de la socialité de mon être par et pour autrui, d'une tension propre à ce seuil, mais qu'est-ce que serait la face société de cette socialité? Pour aller vite, c'est un commun. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette question des communs, d'ailleurs. C'est un commun, mais vous l'avez compris, chez Lévinas, ce n'est pas un comme un. C'est vraiment la question, encore une fois, de quelque chose qui est à inventer sans cesse. Il n'y a pas de préalable qui ferait que nous sommes tous dans un monde commun. La façon de penser ce commun, c'est à partir de nos singularités, comment on est sur un avenir. C'est à chaque fois, pour chaque relation, se laisser altérer et goûter la diversité. Voilà, à Marseille, on est gâtés, hein. On a ce qu'il faut. Hein. Ceux qui n'aiment pas la diversité, en général, ils n'aiment pas Marseille. C'est plutôt logique. Goût de l'unique. Goût de l'unique, chacun me concerne, qu'il soit de ma famille, migrant croisé dans la rue, mendiant dans le métro, Syrien bombardé à Alep, riche s'affichant dans son 4x4 ou accusé entrant au prétoire. À chaque fois me voici convoqué. La fraternité ne trie pas, ne compare pas. Elle est fatigue d'être trop sollicitée. Fin de la position haute que m'offre la rationalité, qui me procure un avis sur tout et rend logique même ce qui ne relève d'aucune logique. Fin de ma paix confortable, comme un foutez-moi la paix pris à contre-pied, et découverte que ce que je nommais paix n'était qu'une quête de tranquillité, rangement de mes petites affaires. Pour faire société, Édouard Glissant parle de relations imprédictibles et sans morale. Car le plus déroutant pour la morale, c'est ceci. Aucun individu n'est exclu de cette création du commun. Il n'existe pas un seul individu qui ne soit en capacité de manifester la fraternité, quels que soient ses actes, sa culture, ses limites physiques ou mentales. Même l'assassin au fond d'une prison pour des faits inacceptables. Même le fou au fond d'un hôpital psychiatrique pour une folie insupportable. Même le dictateur raidi par des années de toute puissance et bardé de son invulnérabilité. Chaque individu, parce qu'il est foncièrement constitué des autres, parce que la socialité est première dans l'antre des humains, chaque individu est susceptible d'humanité, fraternité envers l'autre. N'en déplaise à cette part de moi qui veut la rétribution du juste et la sanction des bourreaux, la veuve, l'orphelin ou la victime ne sont pas plus susceptibles de fraternité que tout être humain vivant. À tout moment de sa vie, la pire des canailles peut révéler cette part d'elle
qui reste toujours habité d'un par l'autre. Pour conclure, rester sans cesse à l'écoute de cette part de moi-même qui réclame cette fraternité, me maintenir en inquiétude à cette hauteur-là et aspirer continuellement à ce commun qui n'exclut personne. Et comme j'ai dit un peu de poésie, j'ai mis un peu de René Char, évidemment, nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. Merci. Allez, c'est à vous. On est dans les temps. Je sais pas. Merci. Ma prothèse. Oui. Juste après. Concernant à un moment donné, vous avez dit que on ne pouvait faire par rapport aux psychiatres que vous avez rencontrés, qu'ils ne pouvaient pas faire de diagnostic tant qu'ils n'ont pas la personne en face d'elle. Que pensez-vous de l'intelligence artificielle qui a envie de faire des diagnostics ? Et une deuxième petite intervention concernant l'antre. Oui. Est-ce qu'il est modifiable et modulable ? Je ne vais pas laisser Yves tomber dans le piège de l'intelligence artificielle. Nous en avons discuté largement le 6 mai, donc la semaine dernière, dans le cadre de la table ronde qui a été organisée avec les journalistes marseillais qui ont reçu le prix Albert Londres. Il y a une grande partie des questions-réponses qui portent sur l'intelligence artificielle. Donc, si tu veux bien, tu peux aller regarder cette vidéo sur le site de l'UPOP. Non, mais... oui. Enfin, moi, je veux bien que tu en dises deux mots. Non, mais je vais être très bref, en réalité. Dans le monde du logos, c'est tout à fait plausible que des choses comme ça soient très performantes, etc. Bon, tant que l'intelligence artificielle tombe pas amoureuse, hein, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Hein. Non, je veux dire, il faut... Vous voyez, c'est pour ça que c'est important encore une fois, il faut, il me semble, revaloriser des champs entiers de nos expériences humaines. Parce qu'autrement, c'est vrai que si nous sommes que cerveau, mais c'est super, l'intelligence artificielle, bah ouais, on n'est pas que cerveau. Voilà, je répondrai assez vite comme ça. Hein. C'est pas... D'ailleurs, c'est tellement vrai que vous avez remarqué, on a une formule en français, on tombe amoureux, c'est-à-dire on peut même pas faire autrement, quoi. On tombe. Et aussi enceinte, et aussi malade. Oui, c'est cette façon de tomber qui m'a toujours surpris. On est malade, ou on est enceinte, ou on est amoureux. C'est pour ça que... On ne pas tomber. C'est pour ça que c'est intéressant de se définir aussi par la sensibilité. Pas que par la sensibilité, mais aussi par la sensibilité, parce que c'est une dimension de nous avec toute l'affectivité, ce sont des dimensions de nous, mais qui sont tout le temps en jeu dans nos relations avec les autres. Hein. Donc, voilà, c'est super l'intelligence artificielle. Parfois un peu collant. Oui, non, mais voilà. Et après, il y avait une autre remarque qui était intéressante, mais... Ah oui, l'antre. Oui. Alors, là, vous avez tout à fait raison. Il y a de beaux travaux en phénoménologie sur les questions de l'antre, de l'ambiance. Comment c'est une ambiance ? Comment définir une ambiance ? Oui, ça, c'est un truc, on sait tous. On sait tous la place de l'ambiance dans nos affects. Ouais, mais comment penser l'ambiance ? Ben, ça, c'est pas le rationalisme qui y accède. Hein. Mais il y a de beaux travaux en phénoménologie. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr qu'il y a des modalités d'antre. Hein. Bon, mais là j'étais juste sûr, il faut de l'antre pour qu'il y ait du avec. Hein. Oui, bonjour. J'ai deux interrogations sur deux mots, fraternité et socialité. Non, pourquoi avoir choisi le mot fraternité, pas sororité, maternité, paternité ? Et la deuxième question, quelle est la différence entre la socialité et la sociabilité ? Oui, alors...
commence par la Alors non, bon, Lévinas, il est de son époque, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc, autrement, peut-être aujourd'hui, il aurait dit sororité. Enfin, il n'y a pas de gêne là-dessus. Hein. Oui, c'est sûr que fraternité, bon, je pense qu'il s'est emparé de grandes thématiques comme ça, l'hospitalité, la fraternité, etc. Parce que comme il est à l'endroit de l'éthique, il a été de ce côté-là. Mais après, c'était comment votre deuxième question? Ah oui. Alors, non, la sociabilité, alors ça a été bien travaillé en sociologie, c'est une façon d'avoir des comportements assez sociables entre nous. C'est pas, alors on pourrait dire, bah oui, donc c'est facteur de rencontre correcte entre des personnes respectueuses les unes des autres. Mais c'est ça la sociabilité, ça n'est pas la socialité. La socialité, c'est vraiment à l'endroit de ce qui nous tisse comme être relationnel en prise avec les autres. Hein. Donc c'est pas la société de Georg Simmel. Alors, mais vous avez compris que excusez-moi, l'idée, le plus qu'il y a entre socialité, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai compris Lévinas, le plus qu'il y a entre socialité et fraternité, c'est que la fraternité, elle va dans la tension qu'il y a entre socialité, c'est-à-dire les rencontres qui nous ont constitués, et puis le faire société dans la production d'un commun. C'est un déplacement quand même. Toujours pour rester dans cette notion que vous avez dit de caractère irréductible, la rencontre avec l'autre, le visage de l'autre également qui oblige, qui est différent tout en étant identique. Que penser de nos jours lorsqu'on parle également de wokisme, lorsqu'on enferme des gens, ils sont assignés à résidence également identitaire. Une personne qui n'est pas homosexuelle ne pourra pas jouer des rôles d'homosexuel, une personne qui est d'une couleur de peau donnée ne pourra pas jouer de rôle, et inversement. Donc là, ça empêche également la rencontre aussi avec l'autre, parce qu'il y a une catégorisation qui interdit justement le caractère transcendant de cette rencontre-là, puisque déjà le charme est rompu et les conditions de la rencontre sont plus possibles. Je veux savoir ce que vous pensez de ces dérives. Ben, en tout cas, dans mon livre, j'ai essayé de bien mettre en avant que justement nos représentations sur l'autre gênent la rencontre. Alors, il faut faire attention, parce que là encore, c'est comme j'ai été attentif tout à l'heure à ce que l'anté-réflexif ne soit pas anti-réflexif. On a bien besoin de catégorisation. Les catégorisations, elles donnent des droits à des individus. On ne peut pas bazarder le truc comme ça. Mais il y a une catégorie qui dit trouble autistique. Et moi qui pense que lui, c'est un autiste, alors c'est pas la même chose, parce qu'il peut y avoir des catégories, mais ça ne m'oblige pas à m'en emparer pour enfermer l'autre dans un essentialisme où je me permettrais de dire que c'est ce qu'il est. Il n'est pas l'autisme. Donc il y a tout le temps un écart là, hein, entre des catégories qui sont quand même nécessaires à la mise en ordre et le fait que quand moi je les manipule, je peux venir écraser la socialité dans laquelle je suis. Parce que c'est dans l'actualité. Le Festival de Cannes, et depuis longtemps, propose des rencontres avec les films africains. Et donc, ça vient vraiment en complément de ce qui t'étonne. C'est qu'il y a des espaces où cette fraternité est potentiellement existante, à condition d'avoir envie et d'être capable de recevoir la poésie africaine et la culture africaine. Et donc d'être suffisamment ouvert, c'est ce qu'a expliqué Yves depuis tout le temps, hein, d'être suffisamment ouvert pour être en capacité de recevoir l'autre. Oui, c'est pour ça que, à travers votre remarque, on voit bien qu'on devrait avoir une forme de vigilance. Moi, j'aime bien ce terme. Hein. Une forme de vigilance. Nous avons besoin d'ordre. Hein. Je ne vais pas parler d'anarchie au sens du mouvement politique, mais nous avons besoin d'ordre. Et le tout, c'est d'être toujours vigilant à ce que la mise en ordre ne vienne pas abîmer, empêcher les rencontres, abîmer la socialité, etc. Ça, c'est une vigilance. Et dès qu'on a une responsabilité institutionnelle, de management, etc., il faut être très attentif à ces choses-là. Je voudrais juste vous poser la question, c'est que vous nous avez montré en fait la relation avec l'autrui,
et donc de la sociabilité vers la société. Mais j'aimerais savoir comment peut-il se faire qu'en fait un être humain se retrouve entièrement seul, sans rencontre en fait. Quelle serait la démarche qui entraînerait cette solitude? Alors, je sais pas, je ne trouve pas d'exemple à part l'enfant sauvage, mais ce que vous voulez dire, c'est que... En fait, la société, par la transformation en fait, des liens professionnels et ainsi de suite, crée un cloisonnement entre la vie professionnelle et la vie privée. Oui. Et au niveau de la vie privée, ce fait d'avoir une société qui est omniprésente, en fait, détruit les liens de rencontre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais vous voyez, moi, je n'ai pas de réponse sur le comment, hein, mais vous montrez bien que nous avons besoin d'être très vigilants pour que ne soient pas abîmées nos capacités de rencontre, nos capacités, encore une fois, d'être altérés par l'autre. Pour le dire simplement, tout compte fait, peut-être notre plus grande chance, c'est d'être altéré par l'autre. C'est que l'autre nous change. Mais pour cela, il faut que ça puisse se faire facilement, qu'il n'y ait pas les cloisonnements que vous dites, qu'il n'y ait pas voilà, les personnes âgées, alors il y a un EHPAD et tout, alors on va couper des trucs et tout. Alors vous avez vu qu'aujourd'hui, on met des crèches avec des EHPAD, etc. Enfin, il y a aussi quelque chose qui, enfin, je crois, hein, qui développe des intelligences qui prennent à contre-pied ces cloisonnements. C'est vraiment la question de la mise en ordre, quoi. Encore une fois, la mise en ordre, elle fait toujours croire que elle est non seulement indispensable, mais qu'elle est première. C'est que nous ne serions pas existants s'il n'y a pas la mise en ordre. Mais non, c'est quand on arrive au monde, c'est quand on est en relation avec les proches tout de suite. C'est ça c'est pas la mise en ordre. Donc c'est toujours cette question du commencement, quoi. Mais ce que vous dénoncez atteint d'autres couches de la population. Et dans une autre vie, je participais aussi à animer des ateliers de formation. Et nous avions mis au point un atelier qui était la préparation au changement, qui s'adressait aux salariés qui avaient des vies professionnelles courtes. Je pense notamment aux plongeurs sous-marins, mais qui s'adressait aussi aux sportifs de haut niveau. Et toutes ces personnes-là, pendant longtemps, étaient sur le haut de l'estrade. Et du jour au lendemain, devenaient complètement inconnus. Et ça s'intéressait également aux personnes qui devaient prendre leur retraite. Pendant toute leur vie professionnelle, le couple avait vécu de manière très schématique, chacun de son côté. Puis du jour au lendemain, deux personnes se retrouvaient comme France Inter 24 heures sur 24, et c'était deux personnes complètement étrangères qui n'avaient plus rien à se raconter. Et souvent, ça se terminait par des divorces. Parce que il n'y avait plus cette relation de couple, cette fraternité. Pardon, c'est pas moi qui fais la conférence. Mais vous avez compris que je suis un peu passionné aussi. Regarde, juste devant. On t'apporte le micro. Attends, le micro arrive. Ne sois pas pressé. Ah, c'était pour ça. Bonjour. Voilà, c'est pour dire qu'on vient de passer de la philosophie au fait social. Or, le fait social est imprévisible, répétitif et incompréhensible. Voilà. Oui. Mais surtout si le fait social s'inscrit dans une dynamique de faire société. Hein. C'est-à-dire, parce que quand on dit la société, on a l'impression qu'elle est déjà toute faite. Mais non, on est toujours en train de la faire, quoi. Hein. C'est pas l'oublier, ça. Pardon, je voulais vous relater un fait divers qui s'est passé le 20 janvier par la 43, quand la police française a déporté toutes sortes de juifs qui étaient dans le secteur de l'Opéra. C'est quelqu'un qui l'a relaté, donc c'était des flics. Un flic est monté dans un appartement, il a demandé la carte d'identité à la maman, il y avait un gosse de 13 ou 14 ans, la maman avait une carte d'identité française, elle était née dans un endroit en Grèce. Alors le gars lui a parlé en grec, lui a dit « vous êtes de tel endroit et tout ça », allez dans la salle de bain, et il est parti. Et il a continué son travail de l'autre côté. Alors est-ce que c'était par fraternité, parce que lui-même risquait peut-être, si ses supérieurs avaient vu
qu'il avait sauvé quelqu'un, il aurait eu des ennuis. Voilà, alors, est-ce que c'est la fraternité? C'est la confraternité. Alors, une origine, parce que les deux étaient français, mais en Grèce. Oui. Alors là, vous voyez, c'est tout à fait des dilemmes. La morale adore ça. Hein. La morale, quand elle s'élabore, elle prend des dilemmes comme ça, et on travaille les dilemmes. Mais ça s'appelle la morale. Hein, chez Lévinas, l'éthique, elle est encore dans la couche inférieure. Hein. C'est-à-dire, c'est même pas l'éthique. Il n'y a pas de L apostrophe. C'est un peu compliqué ça, mais il n'y a pas de. On ne peut pas dire l'éthique comme on dirait, je sais pas, la morale, etc. Il existe la morale. Mais pour Lévinas, nous sommes généreux sans le vouloir. Si vous décidez d'être bon, vous ne l'êtes déjà plus. Donc ne le décidez pas. Non, mais vous voyez, c'est très intéressant comme. Mais c'est des vigilances, quoi. Hein, et donc. Encore une fois, la morale, nous décidons de faire du bien. On a bien raison, hein, attention. Hein, surtout, repartez pas en disant, mais lui, il a raconté n'importe quoi. Il y a besoin de morale, absolument. Hein. Mais il y a un écart entre éthique et morale à cet endroit-là. Essayez d'être sincère, par exemple. Vous allez voir comme vous l'êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses essentielles dans nos relations qui ne relèvent pas de ce qu'on décide. À propos de la rencontre, je veux dire que pendant assez longtemps, j'étais marqué par dire on fait la rencontre par nos points forts, parce qu'ils marchent bien. Et je fais le lien avec ton intervention la fois dernière sur nos fragilités. Je veux dire, la rencontre par les fragilités, c'est une occasion très réelle. Je donne un exemple personnel. Étant âgé, je marchais difficilement et à un moment, j'étais vraiment fatigué. Je me suis assis sur un banc public où il y avait une SDF qui était là et on a commencé à parler en vérité de gens âgés fatigués. J'ai jamais eu cette occasion-là. Donc ne pas partir toujours de nos points forts, mais des fragilités. Bien sûr, bien sûr. Surtout que ça, encore, c'est une vision de l'homme, de la femme aujourd'hui, hein, où le self-made man, hein, je me fais à la force de mes poignets, etc., etc. On sait que c'est du vent. On a été fait par les autres. Regardez ce qu'on fait avec les enfants quand ils ont quelques mois, ils ont 1 an, ils ont 2 ans, on les bisouille, on les embrasse et tout. On ne se rappelle plus de toutes ces personnes qui nous ont fait ça. Mais nous sommes faits de tout ce qu'elles ont fait pour nous quand elles ont fait ça. On le zappe. Non, mais ça c'est... Non, c'est moi, je me suis fait réussite professionnelle, mais ça c'est tout petit comme entrée. Aspetta. Une dernière, puis nous allons rentrer à la maison. Deux petites questions. Est-ce qu'il y a aussi une rencontre avec toutes les personnes qui ont également disparu, comme Auguste Comte qui disait, le monde est fait de plus de morts également aussi que de vivants dans la rencontre. Ça, juste une autre question. Et la dernière petite question, c'est pourquoi, alors que dans vos propos ne transparaît pas une transcendance religieuse, avoir choisi une image religieuse? Je crois que c'est Jésus et Marie. Non, là c'est Élisabeth. Oui, Élisabeth, la sœur de... Pourquoi avoir choisi cette image-là, alors que dans vos propos, même chez Lévinas, ne transparaît pas forcément une transcendance également religieuse? Ah oui, vous avez raison. Hein. C'est pas du tout l'idée, c'était pas du tout d'activer quelque chose de religieux, mais c'était d'activer quelque chose de la rencontre, justement. Hein. Bon, alors évidemment, ça réfère, mais comme énormément de choses dans notre culture, réfère à une religion. Mais chez Lévinas, le philosophe Lévinas n'est pas du tout religieux. Oui. Mais en même temps, vous comprenez bien que quand on commence à réouvrir les choses en amont de nous-mêmes, jusqu'où est-ce que ça va, hein? Donc là, mon idée, c'était surtout de mettre en valeur, en dehors de la beauté de cette peinture, hein, de Fra Angelico, de mettre en valeur quelque chose d'absolument inouï, puisque Élisabeth, donc
Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon. Donc, Élisabeth, c'est celle qui va avoir Jean-Baptiste, et Marie, c'est celle qui va avoir Jésus. Et donc, en réalité, Élisabeth, elle est ménopausée. Et Marie, elle n'est pas mariée, elle est toute seule. Et dans cette rencontre, elles vont s'apprendre l'une à l'autre qu'elles sont enceintes. Vous voyez, donc c'était plutôt pour souligner l'inouï qu'il y a en dehors du petit clin d'œil où il y a une articulation entre l'Ancien Testament juif, donc de Lévinas, et le Nouveau Testament de Paul Ricoeur. C'était un petit clin d'œil. Le pape François viendra en septembre à Marseille, justement, dans le cadre des rencontres de la Méditerranée. Donc c'est un événement, me semble-t-il, d'importance à la fois nationale et internationale, et qui se déroulera à Marseille. Donc, croyant ou pas croyant, je crois qu'il faut aller, il faut être au moins vigilant à ce qui va s'y passer, et peut-être aller y assister. Bien, merci de votre participation active. Lundi, nous nous retrouvons 130 avenue du Prado, dans la salle des architectes des Bouches-du-Rhône, pour parler une nouvelle fois, ce sera la 2e conférence de Bernard Tabuteau sur écologie et néolibéralisme. Accueil 18h30, conférence à 19h. Vous y serez bien accueillis. Merci pour votre participation et à tout bientôt. Merci.